l'actualité. Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vara. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur True TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité, ne condamnez plus l'info sans l'avoir jugé. True TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette dernière convocation de la semaine de votre émission Le Tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous majeur où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Bienvenue à tous et à toutes. Prévenir la trahison, débusquer le faux ami, le jaloux parent, le traître avant qu'il n'inocule son venin, est une opération aussi complexe que de nettoyer l'anus d'une hyène. C'est une citation de Amadou Kourouma à méditer en cette journée du 27 septembre 2019. Bienvenue à ce dernier rendez-vous de votre émission, le tribunal de l'actualité. Je suis Loukman Sanfo, je préside ce tribunal avec la complicité de deux juges au siège, Bernard Boukma, Geoffroy Vara. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président, bonjour juge Vara, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Boukma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Pour ce dernier rendez-vous, donc, ce matin, nous allons nous intéresser à la décision du Conseil constitutionnel relative à la déchéance du mandat du député Élysée Kiemdé. C'est le parti, son ancien parti, on va dire, l'UPC, qui l'a annoncé à travers une sortie médiatique. Désormais, c'est son suppléant qui doit siéger à l'Assemblée nationale. Quel est le regard porté sur cette actualité? C'est le premier centre d'intérêt de cette émission, le tribunal de l'actualité du jour. Et puis on revient sur ce débat qui se mène actuellement en Guinée. C'est le projet du troisième mandat pour Alpha Condé. En tout cas, la perspective se précise. Vous le savez, lundi dernier, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le président Alpha Condé, lors d'une rencontre tenue avec la communauté guinéenne de New York, appelle les Guinéens à se préparer à un référendum et à des élections. Donc l'onde de choc de cette annonce a été ressentie dans son pays, alors que des consultations qui avaient été aussi annoncées et sous l'égide du Premier ministre ont été boycottées par les principaux partis d'opposition. Quel regard porter également à cette situation? Voici les deux affaires enrôlées pour cette journée. L'actualité étant plurielle, nous allons écouter d'autres centres d'intérêt de l'actualité à travers les avant-propos des juges au siège. Merci de nous rejoindre donc pour cette première rubrique, les avant-propos. C'est le juge Boukma, habillé tout en orange, qui prend la parole. Il ne pouvait pas rater ça. Hein. Je ne pouvais pas rater ça. Que je ne me connais pas en couleur, je ne sais pas il est dans quel bleu je sais. Ça peut vous embrouiller. Allez-y pour votre avant-propos. D'accord, ok. Mon avant-propos va concerner la disparition de l'ancien chef d'État français, Jacques Chirac, appelé Chirac l'Africain par certains, grand ami de l'Afrique par d'autres. Les qualificatifs ne manquent pas. Ce que je retiens, c'est cette citation de Chirac que j'avais effectivement reprise quand l'ambassadeur en poste, la paix de Cabane, à un moment donné, s'était trompé, ou bien en tout cas, s'était trompé d'époque.
et a dit des choses qui n'étaient pas vraies, il fallait, par devoir, de lui envoyer une piqûre de rappel pour rappeler certains propos qui nous venaient de la France. Et je cite: une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. C'est Chirac, on est en 2008, et il a ajouté: alors, il faut avoir un peu de bon sens pour rendre aux Africains ce qu'on leur a pris. Un peu de bon sens pour rendre aux Africains ce qu'on leur a pris. Donc c'est ce grand ami de l'Afrique, effectivement, à un moment donné, par devoir, peut-être pour faire bonne conscience, était obligé effectivement de lâcher certaines vérités. Donc c'est Chirac l'ami, Chirac également qui a installé fort, avec la complicité de Blaise Compaoré en son temps, selon le rapport de l'association Survie en France, sous les coulisses de ce qui s'est passé. C'est aussi Chirac, à un moment donné, qui a cohabité avec Mitterrand. La suite, on le sait, si c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso, et j'en oublie. Donc, c'est aussi Chirac l'Africain, donc c'est ce grand ami de l'Afrique qui a disparu. Maintenant, les Français, le regard des Français sur Chirac, c'est que ce qu'il a fait, c'est pour que la France soit davantage renforcée. Parce que quand on lui demande pourquoi tu as fait ça, la probable réponse, c'est j'ai fait de mon mieux pour qu'effectivement la France puisse demeurer dans cette posture. Je pense que tout ce travail de quoi, c'est beaucoup plus pour la France. Si nos dirigeants pensaient un peu ainsi, peut-être les méthodes, on peut les récuser, on peut changer de méthode, pas forcément faire comme eux, mais c'est de se mettre en tête qu'on est d'abord au service de son pays. Et ça, c'est un élément qui est important quand même. C'est ce que je voudrais dire comme avant-propos. Pour le reste, que son âme repose en paix. Un bon Africain. Merci bien. Geoffroy Var. Merci, Président. Moi, mon avant-propos va concerner une interview qu'a accordé le candidat malheureux à la dernière présidentielle en RDC. C'est Fayoulou Martin. Et qu'est-ce qu'il dit? Ce qui moi un peu me sidère quelque peu. C'est vrai qu'il a du mal à digérer, c'est clair, la victoire volée, en tout cas c'est son avis, mais c'est qu'il est resté braqué là-dessus quand on écoute cette interview. Maintenant il y a le regard aussi qu'il porte sur la façon dont Tshisekedi gère aujourd'hui les choses, parce que c'est lui qui est aux affaires, mais pour lui ça n'est qu'une marionnette aux mains de l'ancien président, et pour lui c'est l'ancien président qui continue toujours donc de gérer les choses, parlant donc de Kabila, et que Tshisekedi serait qu'une marionnette et n'est pas vraiment les coups de France. C'est vrai aussi que quand on regarde les différentes consultations électorales et les résultats, c'est vrai que Tshisekedi est passé en tête pour ce qui est de la présidentielle, mais pour le reste, il n'y a pas grand chose qui ait changé. Il y a encore Kabila qui continue d'être maître de cette Assemblée nationale, donc forcément c'est un peu compliqué pour Tshisekedi en matière de marge de manœuvre. Il a, c'est vrai, un allié avec lequel il était depuis même le second tour, mais ce dernier ne l'aide pas tant que ça, parce que là-dessus encore il y a encore beaucoup de scandales concernant les questions de guéguerre en interne, de savoir qui décide sur quoi, qui a valeur sur quoi, et on parle d'un allié un peu trop présent. Donc c'est ce que donne aujourd'hui la configuration des choses en République démocratique du Congo. Mais au-delà de cela, moi je me dis aussi qu'il y avait quand même un front en face qui était ce regroupement Lamouka-là, qui devrait au moins continuer d'exister et donner le plein de son rôle en termes de contre-pouvoir et donc en termes d'opposition, et d'empêcher à ce que s'il y a vraiment des façons de gérer qui ne sont pas bonnes, qu'il soit là devant. Mais on a l'impression plutôt qu'on n'a pas encore fait le deuil des élections. C'est parce qu'on ne reviendra plus là-dessus. Mais quand on regarde quelqu'un comme Katumbi a revu les choses et il est en train de revoir ses cartes. Et pour lui, il y a des consultations électorales qui vont venir après et il est déjà dans cette lancée-là. Mais pour ce qui est du candidat malheureux au second tour, jusqu'à aujourd'hui, c'est un deuil qu'il n'a pas encore fait. Et je me dis, est-ce que ça ne va pas le plomber définitivement politiquement? C'est la grande question que je me pose aujourd'hui, parce qu'il pose un débat qui pour nombre de Congolais aussi est dépassé. Merci à vous, juge de l'actualité, Geoffroy Var, pour ce regard sur le Cameroun. C'est de plus en plus, en tout cas, au Congo, pardon, voilà. Merci. Alors, à présent, nous allons nous prononcer sur la première affaire, à savoir la déchéance de mandat du député Élisée Kiemdé. Et c'est une sortie du parti des FNDAB, l'UPC, qui était face justement à la presse pour tenir cette information, citant le Conseil constitutionnel
Alors, à entendre les conférenciers, Élisée Kiemdé faisait partie de ceux qu'on pouvait appeler les frondeurs de l'UPC. Il a aussi mis en place une formation politique dont il est le président, alors qu'il siège toujours à l'Assemblée nationale sous la bannière du parti de Zéphirin Diabré. Alors, quel regard porter après cette décision du Conseil constitutionnel, après introduction justement de l'affaire par le parti concerné? Bernard Boukma, pour revenir, l'un des arguments qu'on entend pour se réjouir de cette décision, c'est que M. Élisée Kiemdé jouait une sorte de double vie, une amphibie politique, on va dire ainsi. Est-ce qu'on peut reconnaître effectivement qu'il avait une double vie politique au regard de ce qui était donné de constater? Double vie politique, double jeu, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'effectivement il jouait sur deux partis politiques. Et c'était très difficile effectivement à comprendre et même à conjuguer. Et donc, nous sommes dans cette image où quelqu'un dit « cette viande-là, je ne la mange pas, mais sa soupe-là, il en boit ». Donc, effectivement, c'est très difficile de comprendre ce jeu-là. Comme on appelle jeu politique, peut-être que toutes les façons, toutes les manières de jouer sont permises. C'était très difficile à un moment donné de comprendre. Que Élisée refuse de céder le siège parce que formellement il n'a pas démissionné de l'UPC, même si les circonstances l'ont amené à prendre ses distances, là il y a une once de compréhension déjà, même si on va aller au fond des choses, ce n'est pas aussi compréhensible. Mais de là à créer un parti politique, à diriger le parti de façon officielle et à assumer la fonction de président du parti de façon officielle et en même temps tenir le siège d'un autre parti politique, la logique simple voudrait sûrement que M. Kiemdé en tire les conséquences. C'était d'être conséquent vis-à-vis de soi et tirer tout simplement les conséquences qui vont avec. C'est aussi simple que cela. Maintenant, pour des gens qui sont à ce niveau de responsabilité, qui veulent assumer des charges très nobles au niveau du Burkina, qui défendent des populations et qui posent des actes, et les populations se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il fait ? Nous, on n'arrive pas à comprendre la logique. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on dit de pas bien sûr la chose politique est vrai, parce que c'est l'image que nos leaders leur donnent, toutes catégories confondues, tout bord politique confondu, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, c'est la même chose. C'est quelle image en termes de discipline, en termes de respect des textes, des principes des partis, en termes de respect de tout ce qu'il y a comme normes et comme valeurs partagées par un parti. Que ce soit à l'opposition ou à la majorité, c'est très compliqué. Voyez-vous ce qui se passe au CDP. La défiance à l'autorité, au président du parti et les dégâts. La défiance au texte. À un moment donné, c'est même avec un discours de mépris qui est servi au leader, au parti, alors qu'on est toujours dans le même parti. On ne veut même pas bouger parce qu'effectivement, on a des avantages. Donc, d'un point de vue regard, le citoyen, il est perdu. Donc c'est ceux-là que nous votons, c'est ceux-là qui doivent aller nous représenter. À un moment donné, il y a un dégoût. Mais la conséquence aussi, c'est que ceux qui s'estiment sains ne veulent pas venir se salir. Conséquence, c'est ceux qu'on estime sales là, qu'on va toujours porter aux affaires, c'est tout simple. Si vous estimez sain, vous ne voulez pas venir apporter votre sainteté pour assainir le milieu, mais vous préférez indexer les malsains. Ils vont toujours jouer ce jeu-là. Donc, ça, si on refuse de faire de la politique, c'est la politique qui vous fait là. Mais c'est ce que nous subissons au Burkina. Il y a des gens, quand ils prennent le discours, on dirait qu'ils n'ont jamais commis un tort au Burkina. Non, eux, non, ils sont exempts de tout reproche. Les politiciens sont sales, les politiciens sont ceci, ce sont des corrompus, des corrupteurs, des gabégistes. Oui, mais en attendant, toi-même, il faut t'assumer. Non, parce que si je vais... Et la question, si je vais là-bas, je vais me salir. Ah bon, d'accord. Vous pouvez rester dans la posture facile, critiquer. Alors, mais ça c'est une parenthèse, mais pour dire que il y a qu'à un moment donné, la morale en politique prend un coup. Donc, mais comme on est dirigé, chaque peuple est dirigé par les dirigeants qu'il mérite, je pense que nous sommes dans cette situation. Parce que c'était très difficile à comprendre cette attitude du député Kiemdé. C'est le seul qui pouvait comprendre. Je rappelle que les choses ont commencé à travers le vote PPP. Ils étaient deux d'ailleurs à n'avoir pas respecté les consignes. C'était lui. On va revenir certainement sur ce rappel-là pour permettre à Geoffroy de porter son regard de façon générale sur cette réalité-là. Au-delà du député Kiemdé, il y a bien d'élus qui ont maille à partir avec leur parti d'origine, mais qui, entre guillemets, bataillent pour garder le siège. Et le parti aussi est en difficulté dans cette situation. Votre regard? Mon regard, c'est que, à la vérité, il y a la façon dont ces personnes-là d'abord sont élues.
quand les campagnes se font, il y a comment dire cela, il y a un genre de double implication qui permet à la fin qu'on ait un député qui siège à l'Assemblée nationale. Double implication, je parle d'abord de l'implication du parti politique, qui est à la fois financier, qui est à la fois stratégique, qui est de tous ces ordres-là. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a souvent, et ça c'est la réalité, l'autre implication de l'homme, et ça c'est naturel, mais qui est aussi à la fois financier, qui est à la fois stratégique, et puis qui est de l'ordre aussi de son aura et du bastion qu'il maîtrise. Il y a des personnes qui, sans parti politique, arrivent dans certaines zones à au moins faire trembler quelques partis politiques que ce soit qui s'aventureraient dans ce bastion. Et qui à un moment donné a besoin aussi de s'adosser à une bonne structure politique pour pouvoir passer. Et puis souvent on sait comment les partis fonctionnent. C'est par cooptation. On regarde, on sait que vous êtes dans votre localité quelqu'un qui pèse, et qu'est-ce qu'on fait? On essaie de voir comment est-ce que on peut faire un transfert comme on le dit dans le mode du football, et ça se discute, est très dur. C'est ce qu'on voit dans notre scène politique, ça se fait aussi ailleurs. Donc à la fin, pour celui qui est élu ou celui qui est désigné, qui arrive à l'Assemblée nationale, il le doit, ce siège, pas seulement au parti, mais aussi un peu à lui, et pour son implication. Et c'est comme ça. Et donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? On s'est dit, bon, écoutez, sans eux, moi je serai là. Dans tous les cas, si on veut bien voir, dans cette affaire-là, c'est moi-même qui ai tout injecté comme argent dans la campagne, et puis ça a été la condition même d'ailleurs. Donc leur siège n'est pas le leur. Voilà le fond du débat. Maintenant, derrière aussi, il faut avoir la réalité. Il y a la question d'éthique pour moi. C'est vrai qu'en politique, je ne sais pas si ce mot-là, ça existe dans le dictionnaire, dans le leur, mais c'est ça tout le problème. Et c'est quelle leçon on donne, mais même au-delà de la leçon, c'est qu'est-ce qu'on veut qu'on retienne de nous. Et quand on regarde la posture de ce que vous soulevez tout à l'heure est très intéressant. Je sais que les textes sont clairs là-dessus, mais dans l'entendement et dans la logique, pour vous, le mandat appartient plus au député qu'à son parti? C'est pas ce que je dis. Ça appartient clairement au parti. Si vous militez quelque part, vous avez utilisé une machine, vous avez utilisé les stratégies, vous êtes imbriqué là-dedans. S'il n'y avait pas que vous, le parti s'est mis en branle, vous avez utilisé les logos, vous avez, je ne dirais pas utilisé le parti s'est impliqué. Donc à un moment donné, ceux qui sont venus, c'est des militants, souvent du parti qui ont voté, des sympathisants qui sont peut-être les vôtres. Oui, mais dans tous les cas, c'est le parti qui est derrière. Maintenant, si vous étiez si confiant, vous iriez autrement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je dis aussi que, à la vérité, il faut reconnaître que pour ceux qui sont dans la tête, parce que nous on discute souvent avec eux en off et tout, et quand ce qui revient, c'est mon argent. C'est moi qui ai mis mon argent dans cette campagne. J'ai tout hypothéqué. Ils ne peuvent pas venir comme ça parce que non, on a des embrouilles. Et puis en plus, ils savent dans mon bastion comment ça s'est passé. Ils sont venus me coopter. Ils vont vous dire tout ça. C'est ça aussi la vérité. Maintenant, faut-il faire les distinguos entre un député qui doit son mandat de par son parti ou de sa propre force, on va dire, de ses capacités intrinsèques et même financières qui l'ont donné quand même ce mandat-là? Oui, mais la réalité aussi, elle est là. Hein. Il faut être à un moment donné logique. Le fonctionnement des partis politiques au Burkina est très, très compliqué. Parce que qui finance le parti? Qui va chercher l'argent quand on ne l'a pas dans nos rangs? En fait, il y a cette réalité aussi qui est là. Mais vous avez des gens qui ont pratiquement payé leur siège. Voici, je suis capable de financer ma campagne à telle hauteur. Ce que je veux, c'est l'image et le logo. Mais actuellement, là, il y a un leader qui ne contrôle pas son député à l'Assemblée nationale. Parmi les leaders politiques, là, il y a un qui n'arrive pas, parmi les députés, il y a un qui n'arrive pas à contrôler. Parce que monsieur a tout financé. Il a payé son siège. Monsieur le Président, vous dites quoi? Vous parlez de façon autrement. Je n'ai pas de le nom de parti politique. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Et donc, à un moment donné, ça devient effectivement compliqué. Et dans beaucoup de partis, il y a ces cas-là. Même parmi les maires, il y a ces cas. Mais au CDP,
La dernière fois quand Boubacar Sanou était là, il a dit quoi? Ceux qui veulent être candidats pour la présidentielle au nom du CDP doivent eux-mêmes être capables de prouver avec preuve à l'appui que si le parti n'a pas les moyens de payer la caution, lui-même il peut payer sa caution. Exactement, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ça clairement. Ça va au-delà de la caution. C'est être capable à un moment donné d'assumer les charges de la campagne jusqu'à un certain niveau. C'est ça aussi. Si le parti ne peut même pas trouver la caution, 25 millions d'abord pour déposer, mais la campagne là c'est combien? Et 12 mètres carrés plantés à Ouagadougou coûte combien? S'il faut séminer ça dans les autres villes, arroser les véhicules de carburant pour aller en campagne et puis revenir, louer un stade, louer une aire de meeting, louer de la sonorisation, c'est pas 25 millions qui peut faire ça. Déjà la caution, le parti veut se rassurer que vous-même vous pouvez payer ça vous-même d'abord, sans compter sur le parti. C'est-à-dire que si à un moment donné le parti n'a pas de ressources, vous avez beau être compétent, le candidat idéal qui peut faire bouger les lignes au niveau du parti et même au niveau du pays, mais monsieur, vous n'avez que 20 millions, il vous manque 5 millions, on ne peut pas vous prendre. Le parti ne peut pas mettre des moyens sur vous parce que le parti n'en a pas. Vous êtes bon, vous avez le bon profil, vous avez le profil idéal, pas seulement pour notre parti, même pour le Burkina Faso, mais vous ne pouvez pas. Le parti aussi n'a pas les moyens pour vous pousser. Donc c'est celui qui a les moyens. Donc, en définitive, pour certaines situations, ce sont les partis qui permettent à certains militants de partis de penser qu'ils sont à certains postes de par leur poids financier. Mais il y a, en ce moment, effectivement, ça se négocie. Nous sommes d'accord que tu portes nos couleurs, que tu finances, à condition que quand même un minimum de respect, quoi. Là aussi, oui, mais c'est ça aussi la réalité. Mais Bernard, cet engagement, il le prend au départ. Et puis après, c'est comme monsieur, madame. Lorsque sonne la question du divorce, on dit non, la première voiture, là, moi, c'est moi-même qui l'ai achetée. Il dit, mais tu as acheté, mais on était mariés. Vient la question de séparer les choses et ça devient compliqué. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc, le leader dit, il a notre siège. Il dit, écoutez, c'est mon argent, j'ai payé pratiquement le siège. Parce que d'abord, pour faire passer, j'ai déjà garanti tant. J'ai déposé sur sa table tant. Lui-même, il a pris tant. Il y a des leaders qui disent que le président m'a pris tant pour pouvoir valider. Parce qu'il y a d'autres rivaux là. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Mais il y en a aussi qui doivent leur siège par l'imposition du président, qui a imposé certains candidats. Donc, qui ont eu, et après, qui font comme si il y a. Voilà. Mais donc, certains ont cherché à se positionner. Et l'une des difficultés à l'UPC, c'est ça. Il y en a qui ont tenté de se positionner au MPP parce qu'ils avaient les liens avec les barons qui ont bougé en janvier 2014, mais c'était très difficile compte tenu des querelles de leadership. Donc il fallait aller trouver où déposer les valises. C'était à l'UPC. L'UPC a accueilli des gens sans, religieusement, ce qu'on appelle sans discernement, c'est-à-dire sans peut-être enquête approfondie, si vous voulez. Voilà. Donc, monsieur vient, il a déposé ses valises. Il a déposé, il a ses moyens, il a battu, il est élu. Mais en réalité, vous ne le contrôlez pas, ce n'est pas votre élu. Il répond de quelqu'un qui lui a donné le conseil de venir dans vos rangs. Il rend compte à quelqu'un. Donc quand le moment viendra de s'assumer par rapport à vous et par rapport à celui qui l'a envoyé là. Mais l'argent même peut-être c'est l'envoyeur là qui lui a financé. Donc vous ne pouvez pas, vous ne le maîtrisez pas. Donc il y a cette réalité. Donc l'important d'abord c'est de compter sur les cadres qu'on peut maîtriser. Un peu à l'image de l'UNIR-PS qui est un peu plus ou moins vacillé, mais quand même vous avez des cadres, pas suffisamment beaucoup de députés comme les autres partis, mais des gens quand même avec une relative maîtrise. Quoique à un moment donné, l'UNIR même avait réclamé son mandat à Alexandre Sankara. À un moment donné, quand le parti dirigé par M. Somé, effectivement, avait été lancé. Mais il y a cette réalité qui rattrape beaucoup de partis politiques au niveau du Burkina. Donc vous avez des cadres compétents, mais qui n'ont pas suffisamment de ressources. Le parti n'a pas les moyens pour les soutenir, rase les murs, ou bien à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive qu'on préfère, parce que lui, au moins, il a l'argent. Donc, c'est ce qui fait que l'UPC a des cadres très compétents, techniquement compétents. Il y en a qui sont politiquement moyens. Mais face à ceux qui ont une ancienne carrière politique, qui traînent des casseroles, même dans les fiefs n'ont pas pu les déboulonner, les caciques sont restés. Donc, face à certains barons de MPP, c'était compliqué. Certains traînaient des casseroles, mais le jeune cadre compétent et sain n'arrive même pas à le décagnoter parce qu'il a de l'argent à côté. Différent l'a confessé à demi-mot dans une interview à Jeune Afrique. À la création de l'UPC, il fallait faire un choix entre accepter, parce qu'il y en a qui voulaient venir, des cadres qui voulaient venir, mais qui avaient certaines casseroles, bon, on ne disait pas des choses bien d'eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Est-ce qu'il faut accepter ou bien il faut aller avec des jeunes formés et puis maintenant compter sur eux pour effectivement assurer la relève? Le choix a été effectivement de refuser le militantisme de ces derniers. Mais à un moment donné, ça n'a pas payé parce qu'il fallait savoir trouver un bon équilibre. Donc, ça n'a pas payé. Les cadres du MPP sont arrivés. On ne dit pas beaucoup de bien de certains, mais ils sont passés. C'est ça aussi la logique politique au niveau du Burkina. Donc, et ces cas-là, alors que les Élysée Kiamdé, ce sont des vieux loups politiques qui n'ont pas commencé à l'UPC. C'est des gens qui ont une bonne expérience politique, qui ont traîné leur boss dans plusieurs autres partis politiques avant effectivement de venir. Donc c'est très compliqué. Et donc, maintenant, ici, là où on ne comprend pas, c'est qu'à un moment donné, quand vous décidez de lancer votre propre parti politique, voilà, vous vivez, c'est comme quand vous vivez en deux maisons. Bon, finalement, c'est pas où vous dormez, quoi. Alors, Geoffroy Vaha, quand on lit un peu cette sortie médiatique de l'UPC, on y voit souvent, on voit en quelque sorte une victoire, voilà, la célébration d'une victoire sur un ex-camarade. Alors, quand on lit aussi souvent les commentaires, on en rit souvent parce qu'il y a certains qui estiment que c'est aux députés qui aiment que le parti moyen, entre guillemets, comme on aime dire en langage courant. Sinon, ils disent que fait le parti face aux 12 autres fondeurs qui sont allés créer l'UPC-RD. Est-ce que, selon vous, effectivement, le fait de poursuivre Élysée Kiamdé en justice pour obtenir, on va dire, cet arraché de son mandat, et signifie que le parti tient à ses mandats de ses membres avec qui il est en conflit, et surtout tout de même en impuissance dans cette situation? Je crois qu'il faudrait qu'on se dise qu'on est dans un domaine qui est bien clair, c'est celui de la politique. C'est pas le domaine de la passion. Les choses se gèrent très froidement. Je pense qu'on a reçu Zéphirin Diabré ici plusieurs fois sur ce plateau et on a eu à lui poser la question, notamment des frondeurs dans leur ensemble. Il a toujours dit que la porte est ouverte pour ceux qui veulent revenir. On sent que dans le discours, il y a peut-être il y a peut-être la fermeté ou quoi que ce soit, ou comment dire cela, pour certaines mollesses ou quoi, mais derrière il y a de la stratégie. Et quand vous prenez le cas du député Kiamdé, il est un peu compris au piège, c'est-à-dire proposition d'une exclusion qui doit être validée, et monsieur Kou pour aller créer son parti, et puis vous voyez quand on voit le considérant, je ne sais pas si vous avez lu, et vous voyez que au fond, on dit quoi, il crée un parti et dans la stratégie de défense qui est la sienne, parce qu'il avait été représenté par un cabinet, je pense c'est Badio, voilà, ils disent que il n'est pas comment dire ça, il n'est pas démissionnaire. Il a été exclu d'un parti, donc n'étant plus militant, il se dit avoir donc la latitude légale de pouvoir constituer un parti politique et même d'en être le président, parce qu'il a été exclu, donc n'est plus militant de l'UPC. Mais le problème quand on lit aussi un peu, peut-être ça c'est une interprétation que je fais de ce que j'ai pu lire des considérants qu'on a vu et tout, parce que des aspects de droit, mais il y a des éléments qui sont donnés, c'est qu'on considère que à partir du moment où il n'a pas je veux dire la décision d'exclusion n'a pas été comment dire ça, confirmée, il est encore membre, donc il ne peut pas aller créer un parti, et de ce fait c'est une démission. Donc, vous voyez dans la stratégie, il y a comme un piège dans lequel il est tombé. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est pas ça le problème. C'est que, c'est clair que pour le PC, ça a une allure de victoire. Parce que vous avez quelqu'un qui, manifestement, n'est plus des vôtres, qui a coupé des rangs, et qui continue de vous narguer, prétendant d'être avec vous, tout en étant ailleurs. Et que vous n'arrivez pas à régler parce qu'il y a des textes, et que tant qu'il n'a pas démissionné, il peut continuer de se prévaloir d'eux. Et donc, courageusement aussi, il faut le dire, le parti a décidé aussi dans sa stratégie de mettre fin à ça. Et donc, quand on vous donne raison, ou quand vous avez gain de cause, c'est clair que c'est une victoire. Et puis c'est un bec qui est cloué. Ça, c'est comme ça qu'ils vont le voir. Maintenant, lui, il a un parti, il est président d'un parti politique. À lui de passer maintenant à autre chose. C'est difficile lorsque vous avez, vous comptez le nombre de sièges que vous avez, et puis à la fin, vous vous retrouvez avec moins que ça. Quand vous donnez des mots d'ordre,
il y en a qui ne s'exécutent pas. Qui ne l'exécutent pas, et puis qui vous narguent aussi. Donc ça, c'est clair que c'est mal vécu par le parti, et on ne peut pas leur en vouloir de jubiler de ces décisions. Ça, on ne peut pas leur en vouloir. Et puis, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est la leçon. C'est vrai que Zéphirin dit souvent qu'il est républicain, mais la leçon, c'est ça. On a vu des partis qui ont tenté de gérer les choses avec des coups de poing. C'est pas comme ça que ça se gère. C'est ça aussi qu'il faut donner comme leçon. Il y a des textes, il y a des règles, et puis ça nous permet aussi, et c'est ce que je crois, de pouvoir comprendre ce qu'on a comme insuffisance dans nos textes. Parce qu'il y a des situations qui sont venues révéler des petits blancs là, qui permettent des interprétations et qui font qu'on peut s'engouffrer dedans et puis rester tranquille. C'est ce qui s'est passé. Et peut-être que le cas de l'UPC, ils ont su gérer, mais je pense que ça montre aussi les limites des textes que nous avons. Maintenant, peut-on parler de victoire pour l'UPC, et si oui, peut-on la considérer comme une nouvelle ère sinon la suprématie des partis sur les individus? C'est une nouvelle ère, une victoire pour l'UPC, cela il faut le reconnaître. C'est une victoire pour la démocratie, et c'est une victoire pour ceux qui pensent qu'en politique, il y a toujours de la morale. C'est une victoire pour tous ces groupes-là. Et donc, en même temps, c'est un signal fort qui est envoyé à ceux qui voudraient effectivement s'aventurer dans ce genre de libre, si vous permettez le terme, pour ne pas oublier Mouta qui est plus connu, parce que les textes n'ont pas précisé cela. Formellement, je n'ai pas démissionné, alors que politiquement, vous n'y êtes même plus. Politiquement, vous n'y êtes plus. Vous dirigez un parti. Est-ce que vous partez encore aux réunions de leur parti? Est-ce que vous assistez à toutes les grandes rencontres, aux activités du parti? Vous partez même plus. Partez plus. Et ils étaient deux. C'était avec Jacques Balinfo qui a rejoint le frondeur du groupe parlementaire RD. Qui s'était déclaré guerrier du Sud-Ouest. Et qui a défié le parti qui n'est pas... Lui, il avait accepté, demandé pardon. Il est toujours... mais il est parti avec les propos qu'il avait tenus à l'occasion. Il dit qu'il s'excuse pour les propos et tout, parce qu'il dit que ses camarades ont manqué de courage, il s'excuse pour cela, mais il maintient le principe du vote, il maintient parce que pour lui, ça va développer sa région, bref. Mais il est parti avec le frondeur de RD. Mais lui, il n'a pas créé un parti politique. Mais Kemde a créé un parti politique. C'est-à-dire qu'il ne faut même plus rêver qu'il vienne à une quelconque activité du parti ou respecte quoi que ce soit comme principe venant de l'UPC. C'est pas possible. C'est tellement logique que maintenant on dit non, comme il n'a pas démissionné, il a été poussé à bout, je tiens. Ah, ça c'est... Il y a un manque de sincérité à un moment donné qu'il faut effectivement pouvoir assumer ça. Je suis désolé quoi. Donc, maintenant, par rapport à la situation, comme je l'ai dit... Je vous pose la question, est-ce qu'il y avait besoin pour l'UPC de tenir une conférence de presse pour parler d'une cicatrice, comme certaines personnes l'ont qualifié, alors qu'il y a une plaie béante quand même qui reste l'UPC-RD? Je pense que, est-ce que ce n'est pas en même temps un début de cicatrisation de la plaie béante? Parce qu'il faut commencer par un bout. Mais ça avait défrayé la chronique, vrai ou faux? En son sens, ça a défrayé la chronique. Ça a été un sujet d'actualité. Après le vote sur la loi PPP, ça a défrayé la chronique. Quand il a créé son parti, ça a défrayé la chronique. Donc je pense que l'affaire avait fait grand bruit. Donc l'UPC, dans son rôle également, de redire, bon, nous avons gagné, il faut pas informer leurs militants, bon voilà. Et puis bon, en termes de com politique, l'UPC engrange des points. Maintenant, par rapport au RD, c'est pas fini. Je dis c'est pas fini parce que Élysée qui savait entre nous qu'il y avait une plainte devant le Conseil constitutionnel. Donc les autres, peut-être qu'il y a un travail judiciaire qui est en train d'être fait. Peut-être qu'un matin on nous dira ce qu'il y a. Parce que ce qui se suffit également, c'est que ces messieurs veulent lancer un parti. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Peut-être que l'UPC attend aussi ce moment-là pour pouvoir apprécier les choses. Ou bien peut-être il y en a qui vont faire bonne figure, aller demander pardon et réintégrer les rangs, ou bien certains vont tirer les conséquences assumées, c'est-à-dire quitter définitivement l'Assemblée nationale en cédant le siège aux suppléants de leur propre volonté. Donc on ne sait pas. Mais c'est vrai, les 13 du RD, en tout cas cela reste en même temps une tâche noire pour l'UPC. C'est très difficile à gérer, parce que vous voyez 33 députés, et puis un beau matin, il y a 13 qui
qui bouge, bon, vous ne vous retrouvez pas. Donc en termes de style de management, vous prenez effectivement un coup. Voilà, donc je pense qu'il y a cette réalité aussi qui est là. En tout cas, c'est une grosse plaie que le PC est en train de gérer. Maintenant, on attend de voir comment est-ce qu'à ce niveau aussi, parce que la pression de pouvoir obtenir le siège, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, parce que ça c'est aussi l'une des faiblesses de la loi du Burkina. Politiquement, ils ne sont plus là. Juridiquement, ils ne sont plus là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc maintenant, sauf à aller créer un parti pour pas faciliter les choses à un moment donné. On fait le constat que bien des partis ont des difficultés concernant l'interprétation de leurs textes, ont beaucoup de vides, et la loi même encadrant la vie des partis politiques au Burkina Faso aussi a encore des limites. Est-ce que ce n'est pas le lieu ici de travailler, sinon de réviser pour effacer ces vides qui existent? Bon, je crois que c'est lui. C'est pour ça que je disais à un moment donné de mon argumentaire que c'est un cas qui est très intéressant. Et il y en a d'autres aussi, même ceux qui sont UPC, RD, voilà, c'est des leçons aussi qu'on peut tirer. Parce que les textes, très souvent, comme on dit, leur première portée, elle est bien générale, elle est globale, donc elle s'applique à tout le monde. Mais à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a des limites, parce qu'il y a ce à quoi vous n'avez pas pensé. Il y a des détails auxquels vous n'avez pas pensé, il y a des futuribles que vous ne voyez pas. Mais vous savez, l'esprit humain, il est celui-là qui n'est pas forcément diabolique, mais qui sait que le diable est dans les détails. Et lorsqu'il trouve un détail qui est en sa faveur, il s'y engouffre. Et puis il se dit, les textes disent que je n'ai pas tort. Et tandis que très souvent on parle de notre justice, ce n'est pas rendre justice, c'est dit le droit. Donc quand ce n'est pas dedans, vous aurez l'impression que on vous fait la force, comme on dit. Mais c'est ça la réalité. Et ça nous permet, c'est ce que je crois, de pouvoir bien regarder dans les textes que nous avons. C'est en termes de limites, ça a été pareil aussi avec la question de nos mairies et le blocage qu'on avait de façon très récurrente, parce que certains se permettaient très souvent le jeu du second round, même quand il a perdu, au sein de l'exécutif communal, où on empêche qu'ils se tiennent les rencontres qui devraient permettre de décider de façon très intéressante de là où est-ce que la commune ira. Et c'est comme ça, et on se rend compte de certaines limites de nos textes, et courageusement il faut intégrer des solutions pour cela. D'accord. Avant de passer à autre chose, y a-t-il lieu de féliciter le Conseil constitutionnel pour s'être encore une fois invité dans un débat politique pour trancher définitivement, parce qu'on l'a vu aussi récemment avec, comme Geoffroy l'a mentionné, les différents conseils municipaux qui étaient également en crise. Y a-t-il lieu de faire mention? Non, le conseil municipal, ça c'était, je pense que c'était le tribunal administratif et puis le conseil d'État. Alors ici, bon, la justice de façon générale. Alors. Voilà, oui, je pense que il y a une justice qui est en train de travailler petit à petit à redorer son blason, sur certains dossiers en tout cas. Et c'est à peu près également ce qu'a dit d'ailleurs Edi Kombouegou dimanche dernier, à l'ouverture de leur congrès extraordinaire, qui reconnaît que malgré les reproches, malgré ce qu'on peut reprocher à l'appareil judiciaire burkinabé, il y a quand même de l'amélioration. Donc venant d'un leader politique, d'un chef de parti d'opposition, qui à un moment donné avant ça, bon, je pense qu'il y a quand même, et sur certains dossiers, la justice a su faire preuve. Voilà. À un moment donné, c'était difficile, parce que quand des gens ne se gênaient pas d'affirmer qu'ils avaient des juges à qui c'était très compliqué. Donc les époques, les choses sont en train d'évoluer, et donc c'est bien effectivement d'avoir dit le droit. Donc ce qu'on peut faire, c'est de souhaiter que sur les autres dossiers également, c'est que tout le droit soit dit, et puis pour qu'on passe à autre chose. Sinon, cette loi, au niveau des mandats de l'Assemblée nationale, ça avait été pris également sous la précipitation. En son temps, quand il fallait décagnoter Wali, le même Wali Armand, qui avait rejoint l'UPC, qui tenait un siège du CDP. Donc, je pense que c'était pris dans la précipitation et certains éléments n'ont pas été intégrés. C'est mieux de relire la loi pour faciliter les choses à un moment donné, pour que quand quelqu'un veut quitter, qu'il quitte. Dit que je mange la viande, je ne bois pas la soupe, c'est très difficile à comprendre. Geoffroy, l'institution judiciaire très sollicitée par nos politiques. Un regard rapidement. C'est ce que je disais, pour moi c'est ça la leçon, c'est que lorsqu'on ne s'entend pas, on est tous régis par des textes de façon interne, parce qu'on est en association, on est en parti, mais lorsqu'on ne s'entend pas aussi, ou bien qu'on n'est pas content des décisions qui sont prises en interne, parce qu'on estime que ça ne respecte pas les propres textes qu'on a déposés sur mon Matede et autres, on va devant les juridictions pour dire on n'est pas d'accord, parce que en interne ils sont en train de flouer les textes qui nous régissent, alors que c'est déposé, c'est une
règlement, et vous l'avez. Et moi je pense que c'est ce qu'il faut encourager, et donc ça veut dire qu'on a une justice qui aura fort à faire. C'est vrai que très souvent, lorsque comment dire cela, la façon dont les partis sont gérés, leur vie et les décisions majeures sont contestées et tout est pris devant la justice, ça peut donner aussi à craindre. Le cas ivoirien avec le FPI est un cas qui pourrait aussi beaucoup nous inspirer. Quand vous voyez, on a un président qui n'est visiblement pas le président de tout le FPI, d'une partie du FPI, et qui manque de légitimité, et c'est lui qui est l'officiel avec lequel discute souvent Alassane Ouattara. On a l'impression que c'est le président du FPI version Alassane. Et quelquefois, quand on en arrive aussi à ces dérives-là, ça risque d'être un peu plus compliqué. D'accord, merci à vous, juge au siège, de donner votre lecture sur cette actualité concernant la déchéance de mandat du député Élisée Kendé. Et le parti l'a annoncé, c'est son suppléant qui ira siéger désormais à l'Assemblée nationale. Donc, alors, comme dirait quelqu'un verra sa vie changer. Ah bon, hein? C'est parce que c'est comme ça, on voit souvent les députés sous nos cieux. Alors, on va passer à autre chose, on va parler toujours de politique sociopolitique, mais cette fois-ci avec un autre pays africain, c'est la Guinée, où on va revenir sur ce débat qui se mène actuellement sur le projet du 3e mandat concernant le président Alpha Condé. Alors, la perspective semble se préciser parce que lundi dernier, on l'a vu à travers une vidéo partagée sur les réseaux sociaux avec en tout cas un relais au niveau national pour ce pays de la Guinée, le président qui avait rencontré sa communauté guinéenne de New York pour leur passer un message, et il appelait les Guinéens à l'occasion à se préparer à un référendum et à des élections. Alors il y a bien d'interprétations de cette sortie, alors que son premier ministre avait aussi été mandaté pour des consultations avec la classe politique nationale, et à cette occasion beaucoup de partis politiques d'opposition surtout avaient boycotté ces consultations-là. Ces consultations d'ailleurs qui devaient donner les résultats le 25 septembre dernier. Alors aujourd'hui on se pose la question, le regard qu'on peut porter sur cette annonce. Est-ce une annonce officielle de l'intention du président Condé de briguer un 3e mandat quand on sait que la Constitution le lui interdit? Ben Abouma. En tout cas politiquement on peut dire que c'est une annonce officielle. Mais officiellement c'est très difficile parce qu'il a dit qu'ils n'ont qu'à se préparer à un référendum et une élection. Mais Alpha Condé n'était pas allé jusqu'à avoir, c'est-à-dire instaurer de façon évidente les modifications à apporter. Il a seulement instruit son premier ministre d'ouvrir le dialogue là pour de légères consultations dans le sens d'une révision constitutionnelle. Alors, révision constitutionnelle et référendum, c'est pourquoi? Est-ce que la Guinée a besoin d'une nouvelle constitution aujourd'hui? Est-ce que la constitution guinéenne actuelle n'est pas à la hauteur des enjeux démocratiques du moment? Donc c'est la question principale qu'on se pose. Donc quand il y a un référendum qui vient, alors que vous avez quelqu'un qui est au pouvoir et qui a une limite et un verrou, effectivement vous posez la question. Surtout que Alpha Condé fait partie des présidents africains qui contestent la limitation des mandats. Ça, il ne le cache pas. Oui. C'est ça. Sur ce point-là, il ne voit pas la nécessité. Il ne voit pas de nécessité de limiter les mandats présidentiels. Il prêche ça depuis longtemps et à tout vent. Et quand il a l'occasion de dire ce qu'il en pense, c'est ça exactement. Il conteste ça depuis longtemps. Et donc, pour quelqu'un qui conteste le principe de la limitation depuis longtemps, qui est pratiquement en fin de mandat, parce que en 2020, il doit y avoir de nouvelles élections pour élire le président, naturellement, c'est sûr que le regard est orienté. C'est en même temps une annonce qu'il fait. Mais il le fait aux États-Unis. Et il le fait aux États-Unis au moment où il est reçu par le secrétaire d'État Mike Pompeo qui a rappelé, je cite, et qui a souhaité qu'il y ait une transition du pouvoir démocratique honnête, ce qui impliquera des institutions plus fortes et moins de corruption. C'est ce qui a été rappelé à Condé. Donc au moment où Condé dit aux Guinéens de s'apprêter pour des consultations, il y a un avertissement. On dit transition démocratique honnête. Transition démocratique, ça veut dire qu'il faut passer la main, mais de façon honnête. Il ne faut pas tricher, mettre ton élément aussi. En d'autres termes, de façon simple, c'est ce que moi je retiens. Ça fait familier, mais en d'autres termes, c'est ce que je retiens. Donc en même temps qu'il parle à ses compatriotes, en même temps, Marc Pompeo lui rappelle effectivement ces éléments-là. Donc je pense que c'est un avertissement
qui vient de l'autre côté, comme on l'a rappelé en son temps à l'homme fort de Ouagadougou ici, et là c'était l'ambassadeur en poste qui l'avait rappelé. Cette fois-ci, c'est le secrétaire d'État en personne qui rappelle cela à Alpha Condé. Donc je pense qu'il y a, venant de Condé, ce qui courut les uns les autres, c'est surtout l'image de l'opposant historique. Quand vous regardez les commentaires, dire que c'est un opposant historique qui fait ça, dire que c'est un opposant historique, il y en a qui commencent même à se méfier des opposants historiques. Donc, parce que lui-même, il incarne en lui-même un symbole, un combat, un rêve, un espoir. De faire partie de ceux qui à un moment donné ont su faire face à ce qu'on a qualifié de dinosaures, de dictatures, jusqu'à ce qu'effectivement ils triomphent. Et donc le bon exemple, le meilleur exemple à léguer à la jeunesse africaine, effectivement, c'est à un moment donné, vous avez fini votre magistère, c'est de dire merci et dire à partir de maintenant, suivons ce pas-là. Les Ghanéens ont réussi ça. Les Ghanéens ont réussi cette belle transition. J'aime citer l'exemple ghanéen parce que quand Rawlings, après avoir géré avec une main de fer, revenu démocrate, après les élections, quand Rawlings devait partir, ce n'est même pas le candidat du parti de Rawlings qui a gagné. C'est l'opposition qui a gagné. Donc le candidat du parti de Rawlings a perdu les élections et l'opposition est venue. C'était d'abord un très bel exemple que le Ghana avait servi à la face du monde. Et la suite, les choses se font. Parfois c'est un score étriqué. Un peu comme au Congo. Oui, parfois c'est un score étriqué. Monsieur gagne avec une différence de 1, d'une voix, donc 51 contre 49%. Mais il n'y a pas de trouble. Ça veut dire que si quelqu'un a perdu avec 49% des voix, il y a une certaine popularité. Parce que l'autre a 51%. La marge n'est pas grande. Donc d'ici il y a des troubles, c'est compliqué. Mais les Ghanéens ont su faire preuve de discipline et de sagesse pour faire triompher la démocratie et réussir les alternances. Mais nous, francophones, c'est encore compliqué. Je ne sais même pas ce qui se passe. Geoffroy, M. Condé joue-t-il sur un terrain glissant pour avoir échoué les consultations nationales sur la question des révisions constitutionnelles? Il entreprend, il invite les Guinéens à s'apprêter pour des élections et un référendum. Quel est votre regard? Bon, on voit Condé venir gros comme une montagne, il faut pas se leurrer. Et puis on sait que parmi ses proches, ceux qui n'entendaient pas les choses de la même oreille, c'est-à-dire la question du troisième mandat, il y a beaucoup qui sont partis. Donc pour moi, ça augure déjà de la dynamique dans laquelle il est. Mais je me dis aussi que c'est dangereux parce qu'il oublie que il y a eu un problème. Il y a eu un Cellou d'Alain Diallo qui a décidé de mettre balle à terre pour qu'il ait sauvé la démocratie et qu'il ait ce mandat-là. On sait comment la Guinée était au bord de la rupture. Il y a eu la grandeur d'un homme d'accepter, même malgré les soupçons forts qu'il y avait sur les résultats, ceux qui avaient été donnés officiellement. Et là encore, ça n'a pas suffi, parce qu'il fallait qu'il prenne son bâton de pèlerin pour calmer ceux qui pensaient qu'on lui faisait un hold-up électoral. Et ça, il a fait. Maintenant, aujourd'hui, se forcer à rester parce qu'on pense qu'on rêve grand pour son pays, est-ce qu'on rêve seul? D'autres personnes font le même rêve pour le pays et peut-être plus grand. Il faut leur donner la chance. Mais vous savez, c'est pas forcément le problème guinéen. Bernard disait tout à l'heure la question de nos comment on appelle ça, les opposants historiques. Vous savez, il y a la réalité aussi que dans nos systèmes, souvent, on a la question d'opposants historiques. C'est-à-dire, il y a une longévité dans l'opposition. Les partis d'opposition n'arrivent pas à sécréter de façon comment dire cela, de façon périodique des personnes qui deviennent des figures de proue et qui tentent leur chance d'accéder aussi à la magistrature suprême et qui peut-être 2 fois n'y parviennent pas, ils laissent la place à d'autres. Regardez les élections quand vous voyez en France, vous voyez aux États-Unis et autres, c'est des partis qui reviennent, mais vous avez des mêmes groupements qui reviennent, mais c'est des personnes, des têtes différentes. Exactement. C'est des têtes différentes. Nous, notre problème, c'est que le monsieur, il a créé son parti, il est calé. C'est comme si chaque jour il va jouer PMUB, il gratte, il joue le même numéro. Et un matin, il gagne, vous lui dites que non, et c'est 2 mandats seulement. C'est ça le problème de nos gars aujourd'hui. Si au sein de nos partis politiques il y avait déjà
il y avait déjà ce changement-là qui se faisait. Quand on vient au pouvoir, cela se ferait naturellement. Mais c'est que on a une longévité à la tête de nos partis politiques, où chacun est assis, il attend son heure. Et quand vient son heure, quand vous lui dites 10 ans, il dit attendez. C'est pas comme ça. Pour avoir passé tant de temps à l'opposition, ils ne comprennent pas pourquoi il faut partir si tôt. Il dit non, c'est pas comme ça. C'est ça la réalité. Mais je dis, le truc c'est qu'il faut que déjà dans nos partis politiques, il y ait cette bataille-là qui se fasse, que celui qui a fondé le parti ne pense pas que ça lui appartient et que même quand il s'est mis en retrait, c'est un retrait de façade, c'est lui qui décide de qui doit être président, qui doit être candidat. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Et c'est pour ça qu'à la fin, on a toujours ces problèmes-là. Il y a donc le regard sur le président. Mais j'ai dit, il y a un regard aussi à avoir sur comment on mène notre politique de façon générale et comment notre vie politique est animée et même à l'intérieur des partis. Il faut donner la chance aux gens. Donc vous estimez que le peuple, sinon les populations doivent couper le pont entre temps quand on sent qu'un opposant est en train de s'éterniser dans l'opposition ou en train d'en faire une carrière? Vous savez, peut-être qu'il y a quelque chose que beaucoup n'intègrent pas maintenant, nos chefs d'État. C'est que à une petite décision, vous ne comprendrez jamais comment est-ce que la réaction peut venir et dans quelle intensité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent une mobilisation monstre. Vous ne voyez rien venir et un matin, vos rues sont bondées de monde et ils vous disent tant que vous ne partez pas, nous on ne descend pas. Et quelquefois, vous annoncez seulement un référendum, mais c'est ce qui pourrait arriver. Vous annoncerez seulement un référendum, il n'arrivera jamais parce qu'on vous dira, ce n'est plus question de référendum, ce n'est plus question d'élection, on vous demande monsieur de partir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui en a pris les frais, il sait de quoi il s'agit. Faut-il craindre pour la Guinée après cette annonce? Bon, faut-il craindre pour la Guinée? Oui et non. Oui, parce que c'est un pays également qui échappe rarement à la violence politique, avec parfois des morts d'hommes. Donc c'est ça, donc c'est explosif en réalité. Entre celui d'Alain Diallo qui a fait violence, véritablement, je dis bien violence sur lui avec tout ce qui s'est passé, et qui a eu de la difficulté avec certains de ses cadres, compte tenu du fait qu'il ait courbé les chines. Donc déjà, ce n'était pas simple. Et si déjà qu'on devait jouer également à ce jeu, il risque de réveiller les vieux démons. Et puis bon, en fait, il y a pour une Guinée qui est toujours en train de penser ses plaies depuis Sékou Touré, en passant par Lansana Conté, Dadis Camara à Alpha Condé, il y a quand même un travail à faire, il y a de la prudence à avoir. Non aussi parce que je me dis que la sagesse à un moment donné pourra prévaloir, et peut-être que lui-même peut-être le voir à ses ambitions pour réduire ses ardeurs. Donc rien n'est encore perdu, c'est comme rien aussi n'est encore gagné. Mais je pense que ce sont de nouveaux défis. Je regarde beaucoup plus en termes de défis plutôt qu'en termes de problèmes ou de craintes à avoir. C'est vrai que sous nos cieux, quand il y a ce genre de mouvement, il y a de la crainte, mais bon, à un moment donné, ça finit par se tasser. C'est l'espoir que je fonde en tout cas. D'accord. En tout cas, cette annonce a été largement commentée par la classe politique guinéenne et à travers les médias. Nous y reviendrons certainement les jours à venir pour y porter un jugement sur l'évolution des choses au niveau de ce pays-là. On va s'arrêter là pour cette semaine d'actualité. Merci de nous avoir suivis depuis lundi. On espère vous retrouver lundi tout en forme. Prions pour le monde, pour le Burkina Faso et toute l'Afrique. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.